Je suis Pierre de Villemoreuil, je suis maître de conférence à l'école pratique des études, posté à l'Institut systématique évolution biodiversité qui est localisé au niveau du Muséum national d'histoire naturelle, donc juste à côté de Sorbonne Université. Et je travaille sur une thématique que j'aime appeler la génétique de l'adaptation. Donc j'essaie de comprendre comment les espèces répondent génétiquement aux pressions de sélection, qu'elles soient d'origine naturelle ou d'origine anthropique. Donc, je vais essayer dans cette présentation de faire d'abord une première partie où je vais dresser un petit peu, on va dire, un portrait des concepts et des outils méthodologiques très très rapidement qu'on utilise pour étudier l'adaptation en population naturelle. Et peut-être aussi essayer d'introduire un phénomène qui est important et qui est lié à ce dont vont parler les autres conférenciers, qui est la plasticité phénotypique. Donc, euh, pour commencer sur cette partie introductive, je pense que je vous apprends rien en vous disant que les organismes vivent dans un environnement particulier et qui sont caractérisé par deux grands types, deux grandes échelles, on va dire, de diversité, qui sont la diversité des phénotypes d'une part, donc tout ce qu'on peut mesurer directement sur un organisme, et la diversité des génotypes, la diversité génétique d'autre part. Et donc, on sait évidemment, ça c'est quelque chose que on a tous appris à l'école, que le phénotype est influencé par le génotype. Ce qu'on a tendance parfois à moins dire, à moins préciser, c'est que les phénotypes sont aussi très fortement influencés par l'environnement. Et donc, c'est l'action combinée du génotype et de l'environnement qui crée cette diversité phénotypique. Or, il se trouve qu'à la génération suivante, le support de l'hérédité étant principalement, en tout cas, l'ADN, ce qui est transmis de génération en génération, c'est le génotype avec plus ou moins de modifications, et c'est ça qu'on appelle l'évolution. Et donc, à la génération suivante, on a de nouveau l'influence de l'environnement pour créer le phénotype, évidemment. Et donc, on a dans les populations naturelles une interaction entre le phénotype et l'environnement. L'environnement est entendu à un sens très très large en biologie évolutive, hein, c'est-à-dire que les congénères d'un individu font partie de son environnement. Cette interaction entre le phénotype et l'environnement vont modifier les capacités des individus à se reproduire, à contribuer à la génération suivante. Et c'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Et cette sélection naturelle va biaiser la transmission de certains génotypes de génération en génération. Donc on voit que pour étudier l'adaptation, c'est-à-dire la façon dont la sélection naturelle biaise cette transmission du génotypique, on a un jeu un peu complexe à trois acteurs entre l'environnement, le phénotype et le génotype, et il faut essayer d'étudier tout ça en même temps, ce qui est pas toujours très facile. Et, et c'est peut-être important aussi de distinguer deux types de phénomènes qu'on pourrait résumer comme étant l'acclimatation. En tout cas, c'est comme ça souvent que ça parle dans la tête des non-biologistes, contre ce qu'on appellerait vraiment de manière très forte, très étroite, l'adaptation. Donc l'acclimatation, donc imaginez un, un cas où on a une population naturelle, on a qui est située dans un environnement donné et on a un changement d'environnement. Donc, on peut imaginer, par exemple, un changement d'origine anthropique, par exemple, le réchauffement climatique. On va avoir une première réponse qui va être une réponse assez directe, qu'on va appeler l'acclimatation, c'est-à-dire que le phénotype va changer sous l'effet direct de l'environnement. Donc ça, c'est ce que nous, on appellerait plutôt de la plasticité phénotypique. C'est le mot qu'on utilise plutôt qu'acclimatation. On dit que le phénotype est plastique, c'est-à-dire qu'il va répondre directement à un changement environnemental. Et puis, ce changement d'environnement peut interagir avec soit un phénotype qui est stable, soit qui change de manière plastique. Mais en tout cas, cette interaction sous l'effet de la sélection naturelle va aussi provoquer des changements génétiques. Et ce sont ces changements génétiques qu'on va appeler adaptation. Donc, généralement, on va avoir tendance à opposer, en quelque sorte, l'adaptation et la plasticité phénotypique. La plasticité phénotypique étant un changement direct du phénotype et l'adaptation un changement génétique indirect créé par la sélection naturelle. Je fais ça très, très court.
Donc, on a ces deux mécanismes principaux qui vont être les principaux mécanismes de réponse aux changements globaux. Un troisième étant la dispersion dans un autre habitat, qui est quelque chose dont je ne parlerai pas ici. Donc, pour que on ait une réponse à la sélection naturelle, enfin pour que la sélection naturelle puisse se produire et qu'on ait une réponse à la sélection naturelle, c'est-à-dire pour qu'on ait une adaptation, il faut que plusieurs conditions soient réunies. La première, c'est qu'il faut évidemment une variation du phénotype sur laquelle la sélection naturelle pourra agir. Donc, il faut que les individus varient entre eux sur un trait phénotypique particulier. Il faut aussi que cette variation soit au moins partiellement héréditaire. On appelle ça, on dit que le trait est héritable. Je vais parler un petit peu plus loin, on a un petit paramètre qu'on utilise pour mesurer ça. Et il faut aussi que les variations sur ce trait soient liées à leur capacité à se reproduire. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, les variations du trait provoquent de la sélection naturelle. Et donc, le fait qu'un individu, je sais pas moi, soit par exemple plus ou moins grand, ait un impact sur sa capacité plus ou moins forte à se reproduire, à participer à la génération suivante. Donc, pour étudier le côté héréditaire des choses, on a ce qu'on appelle la génétique, qu'on pourrait appeler la génétique classique, qui est une génétique qui marche très très bien quand on a un à quelques gènes qui sont impliqués. Donc, on va regarder la ségrégation mendélienne, comme Mendel avec ses petits pois. On va étudier directement l'ADN des individus et on va pouvoir dire des choses sur la génétique du trait. Donc ça marche pour tout un tas de traits comme les pois ridés ou non sur lesquels a travaillé Mendel, les groupes sanguins chez l'homme, la mucoviscidose, pour citer une maladie. Tout ça, ce sont des traits phénotypiques sur lesquels quelques gènes ont une influence très forte sur la diversité phénotypique. Mais pour la plupart des gènes qui vont nous intéresser, nous autres écologues, et sont importants pour que les populations répondent aux changements globaux, et ben ce sont des traits phénotypiques qui sont influencés par plusieurs dizaines, voire même des milliers de gènes. Et donc là, on ne peut plus utiliser les outils de la génétique classique et on va passer à un type de fonctionnement qu'on appelle la génétique quantitative, où au lieu d'utiliser la ségrégation mendélienne, on va utiliser l'apparentement entre individus pour essayer de comprendre à quel point les variations qu'on observe sur un trait phénotypique sont justement donc héritables ou non. Et donc, à partir de ça, je passe sur les détails statistiques qu'il y a derrière, mais à partir d'individus sur lesquels on connaît l'apparentement et dont on mesure le phénotype, on peut mesurer une part de variation héritable de la variance phénotypique qu'on observe. On appelle ça H2, donc c'est l'héritabilité. C'est un paramètre qui évolue entre 0 et 1, et quand l'héritabilité vaut 0, ça veut dire que toute la variance phénotypique n'est pas héritable. Donc, même s'il y a sélection naturelle qui agit sur le trait ne peut pas répondre à la sélection. Et si l'héritabilité vaut 1, ça veut dire que toute la variance qu'on observe est héritable de génération en génération. Donc des traits comme ça qui sont connus pour être des traits quantitatifs. On a la taille. Tous les traits qui sont liés à la taille sont quasi exclusivement des traits quantitatifs. La survie des individus, leur fécondité, et même des maladies, comme la schizophrénie, par exemple. La schizophrénie, c'est une maladie qui est influencée par un très grand nombre de gènes. Donc, voilà pour la partie génétique. Pour la partie sélection, il nous reste à savoir comment on mesure la sélection en population naturelle. On fait ça en utilisant une mesure de ce qu'on appelle la valeur sélective des individus. Donc, on va calculer, par exemple, le nombre de descendants que les individus ont laissés à la génération suivante. Ça, c'est la valeur idéale. Ou alors, on va utiliser des choses un peu plus partielles, comme leur survie ou leur fécondité, pour essayer de mesurer leur performance, leur capacité à contribuer à la génération suivante. Alors, évidemment, comme ce qui nous intéresse, c'est la reproduction différentielle entre individus, et savoir si les individus se reproduisent plus ou moins bien que les autres. On va utiliser une mesure relative de cette valeur sélective. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement faire une régression entre la valeur sélective des individus et la valeur de leur trait. Et donc, si on a par exemple une droite de régression significative, on va dire qu'il y a une sélection directionnelle, c'est-à-dire que plus la valeur du trait augmente, plus la valeur sélective des individus augmente. Et donc, on a une sélection pour une augmentation de la valeur du trait. On peut avoir d'autres types de régimes de sélection, par exemple la sélection divergente, qui va être un mode de sélection qui va sélectionner les extrêmes, c'est-à-dire que les extrêmes du trait vont avoir une meilleure valeur sélective, ou quelque chose qui est
beaucoup plus commun, qui est la sélection stabilisante, qui est une sélection sur laquelle il y a un optimum. Et donc, la valeur du trait va être canalisée par la sélection autour de cet optimum. Alors, comment on peut utiliser tous ces outils dans l'étude de la réponse, de l'adaptation des populations au changement climatique? Pour essayer de faire un peu, de montrer des exemples là-dessus, je vais utiliser l'exemple de la phénologie de reproduction et de l'adaptation de la phénologie de reproduction au changement climatique. Donc la phénologie de reproduction, c'est un mot compliqué pour dire en fait ce qui nous intéresse, c'est le timing des événements de l'histoire de vie des individus qui sont liés à la reproduction. Donc un exemple très simple de phénologie de reproduction, c'est la date de ponte chez les oiseaux. La date de ponte chez les oiseaux, notamment chez les passereaux insectivores, c'est quelque chose sur lequel il y a un assez fort enjeu parce que les oiseaux doivent prévoir à quel moment leurs ressources dont ils auront besoin pour nourrir les petits, donc par exemple chez les mésanges, c'est les chenilles, vont éclore et vont avoir leur pic on va avoir un pic de chenilles à un moment au niveau du mois de mai-juin, fin mai, début juin. Et donc, du coup, le but d'une mésange, pour ainsi dire, ça va être de pondre ses œufs suffisamment tôt, à la bonne date, ni trop tôt, ni trop tard, pour anticiper ce pic de ressources, ce pic de chenilles, et donc d'avoir accessible une forte quantité de chenilles à donner à ces juvéniles au moment où ils sont au nid et où ils ont besoin de cette nourriture pour grandir. Donc là, je suis désolé, c'est en anglais, hein, donc egg laying, c'est donc la date de ponte. Hatching, c'est donc le moment où les poussins éclosent. Et fledgling, c'est le moment où les poussins se recouvrent de plumes et s'envolent du nid. Et donc, du coup, si on a une augmentation de la température, notamment des températures printanières, ce qui va se passer sur les chenilles étant des ectothermes qui sont très sensibles à la température, eh bien, le pic de chenilles va s'avancer dans le temps. Et donc, il va y avoir un enjeu pour les mésanges d'anticiper cette avancée du pic de chenilles dans le temps, et donc de pondre plus tôt pour anticiper un pic de ressources plus tôt. Et donc, pour ce faire, elles utilisent des indices environnementaux, donc par exemple la température au niveau du mois d'avril, la durée du jour, pour prédire le pic de ressources. Donc, si c'est la température, on voit que ça va pouvoir s'ajuster au réchauffement climatique. Si c'est la durée du jour, c'est un peu plus compliqué. Et donc, si elle utilise la température, on va avoir des différences d'année en année, et donc on va avoir de la plasticité phénotypique sur la date de ponte. Et la question, c'est est-ce que cette plasticité va être suffisante? Est-ce que ça ne va pas générer une situation dans laquelle il y aura de la sélection naturelle et donc de l'adaptation? Et donc, ça a été étudié sur des populations, des suivis à long terme de populations de mésanges qui ont pu montrer à la fin des années 90 qu'il y avait effectivement un avancement du pic de chenilles au fil des années et que cet avancement était accompagné d'un faible avancement de la date de ponte. Alors, dans leur étude, à la fin des années 90, c'était même pas significatif, mais avec plus d'années, en fait, ça devient significatif. Mais l'avancement est trop faible par rapport à ce qu'on attendrait par rapport à l'avancement du pic de chenilles. Et donc, ce qui est généré par cette situation, c'est que les individus qui, par hasard, pondent plus tôt que leurs congénères dans ce type de situation où le pic de chenilles avance plus vite que le pic moyen de date de ponte, fait qu'on augmente la sélection au cours du temps. Donc, les individus qui se reproduisent de plus en plus vite, qui se reproduisent le plus tôt par rapport à leurs congénères, ont une meilleure valeur sélective que les autres. Donc, on a sélection. On a sélection vers des dates de ponte de plus en plus précoces. Et donc, cette sélection, elle peut entraîner une adaptation, mais surtout, à force, si la population ne répond pas de manière adaptative, ça peut finir par affecter la croissance de la population. Alors là, en l'occurrence, c'est des mésanges, c'est une espèce qui n'est pas menacée, mais c'est un raisonnement qui tient pour une grande quantité de passereaux, y compris des passereaux menacés sur lesquels c'est beaucoup plus dur de faire ce genre d'expérience. Donc, c'est un sujet qui a été pas mal revisité dans les années 2000-2010. Et donc, le dernier papier en date qui s'est intéressé à la date de ponte chez les mésanges continue de confirmer qu'on a bien
une avancée de la date de ponte au cours du temps. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'effectivement, on a un changement phénotypique, mais on ne sait toujours pas vraiment si ce changement, il est d'origine plastique, comme je vous l'ai dit au début, d'acclimatation, ou d'origine adaptative, d'origine génétique. Et donc, dans ce papier, on a fait des études de génétique quantitative et de mesure de la sélection sur la date de ponte. Et donc, ce qui a été trouvé par Juliette Biquet, qui a mené ce travail pendant son master, c'est qu'il y a une variation effectivement héritable de la date de ponte entre individus, dont l'héritabilité n'est pas extrêmement forte. Hein, vous voyez qu'elle est de 0,13. Donc, c'est des héritabilités qu'on qualifierait de plutôt faibles, même si on n'a jamais des héritabilités sur ce type de traits qui sont vraiment extrêmement fortes. Une forte héritabilité sur ce type de trait, ce serait peut-être 0,3, quelque chose comme ça. Et on a aussi une sélection donc directionnelle très forte vers des dates de ponte plus précoces. Et donc, du coup, on peut se poser la question de savoir si la tendance qu'on observe, elle est la résultante d'un changement direct plastique qui est dû à l'augmentation des températures au cours du temps, ou d'une réponse à cette sélection directionnelle très forte sur des dates de ponte de plus en plus précoces, et donc de l'adaptation. Et ce qu'on peut montrer à l'aide d'études de génétique quantitative, c'est qu'en en fait, on n'observe pas de changement génétique dans cette population au cours du temps. Donc, on n'a pas de réponse génétique de la date de ponte. Ce qui expliquerait aussi pourquoi elle est aussi lente et pourquoi la sélection directionnelle est de plus en plus forte dans ce type de population. C'est parce qu'en fait, on n'a pas d'adaptation. La date de ponte semble ne pas répondre de manière adaptative au décalage du pic de chenille. Et donc, tout est plastique et la plasticité a beaucoup de mérites, mais elle a aussi ses limites. Donc, pour l'instant, la date de ponte des mésanges, on n'a pas de traces de réponse adaptative au réchauffement climatique. On a une réponse plastique et c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, ça veut dire que les populations de mésanges ne sont pas en train de s'effondrer. Elles sont toujours à peu près pas trop loin du pic de chenille. Mais la question, c'est jusqu'à quand ça peut durer. On n'a aucune idée de comment on peut prolonger cette tendance sur la plasticité phénotypique et essayer d'anticiper jusqu'à quand les mésanges pourront répondre de cette manière. Donc, ça pose la question un peu plus générale est-ce que l'adaptation génétique aux changements globaux est possible ou pas? Est-ce qu'elle peut être suffisamment rapide? Et à vrai dire, c'est une question qui est encore très débattue dans la littérature. Il y a eu une méta-analyse récemment qui a été publiée dans Nature Communication avec tout un tas de co-auteurs sur un grand nombre de jeux de données où ils ont essayé de mesurer la sélection liée à des changements environnementaux, notamment des changements liés à la température, dans plein de populations et d'espèces différentes. Donc, ce qu'ils ont pu montrer, c'est que donc le petit graphe que vous avez là, les petits graphes A et B, ils ont séparé les traits qui sont liés à la phénologie, donc comme j'ai dit, la phénologie de reproduction, le timing des événements de reproduction, et les traits qui sont liés à la morphologie des individus plutôt. Et donc, ce qu'ils ont montré, c'est qu'effectivement, il semble y avoir une sélection et il semble y avoir un changement des traits au cours du temps. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que le changement des traits, donc le changement des traits, c'est l'axe des X ici, est très faible par rapport à l'ampleur de la sélection qui est exercée sur les populations vis-à-vis de la température. Et en plus, dans certaines populations, on voit que même le changement va dans le sens inverse de ce que devrait être la sélection. Donc, c'est le quadrant 2 et le quadrant 4 dans ces petits graphes-là, sont des changements qui sont mal adaptatifs, c'est-à-dire où le changement du trait ne va pas dans le sens du changement qui serait compatible avec ce qu'exerce la sélection naturelle. Donc, c'est ça qui est caractérisé en dessous. Hein, ils ont classifié la présence dans ces 4 quadrants entre adaptatif ou mal adaptatif. Et donc, ce qui montre, c'est qu'il y a plein de populations qui semblent aller dans un sens mal adaptatif. Donc, a priori, il y a des changements dans les populations. On ne sait pas trop, ils appellent ça adaptatif, mais en fait, on ne sait pas trop si c'est vraiment d'origine génétique ou d'origine plastique. Mais en tout cas, ça ne va pas forcément toujours dans le bon sens. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que
quand on fait une autre méta-analyse où on va s'intéresser à un paramètre assez clé dans la population qui est un paramètre qui est la variance génétique de la valeur sélective, qui, pour tout un tas de raisons théoriques sur lesquelles je ne vais pas m'appesantir, peut être considéré comme une mesure du taux d'adaptation, c'est-à-dire à chaque génération, à chaque instant, à quel point la population a subi des changements génétiques qui sont liés à la réponse à la sélection naturelle. Et ben on voit que la variance génétique de la valeur sélective est quand même relativement importante dans beaucoup de populations de mammifères et d'oiseaux qui ont été étudiés dans cette méta-analyse, alors que sur des traits comme la phénologie ou la morphologie, on observe peu de changements. Donc on a vraiment un paradoxe qu'on appelle souvent dans la littérature le paradoxe de la stase, qui est le fait qu'on n'observe pas toujours de l'adaptation quand on devrait l'attendre, avec tout un tas de raisons qu'on pourrait avancer pour ce paradoxe de la stase, qu'on n'a toujours pas vraiment réussi à élucider, comme des problèmes méthodologiques sur les équations qu'on devrait utiliser pour prédire la réponse à la sélection. Est-ce qu'il y aurait des contraintes évolutives entre des traits qu'on ne prend pas assez bien en compte et qui font qu'on a l'impression qu'une réponse est mal adaptative sur un trait, mais en fait, c'est le résultat d'une contrainte avec un autre trait et le système est sous une telle forme de tension que, en fait, c'est pas possible de répondre naïvement juste dans le sens de la sélection, ou tout simplement, il y a de l'évolution hyper forte sur des traits, par exemple des traits physiologiques qu'on a tendance à pas mesurer parce que c'est des traits qui sont coûteux, difficiles à mesurer. Voilà, donc pour résumer, prédire l'adaptation aux populations naturelles, ça requiert l'étude d'un système complexe, multifactoriel, avec plein de facteurs qui peuvent être très importants et fortement influencer la direction et la vitesse de l'adaptation, sur lesquels on n'a pas forcément énormément d'informations. Et donc, pour paraphraser Gérard Darmon, écoutez, laissez les biologistes faire leur travail, dès que j'aurai de plus en plus d'informations, croyez bien que vous en serez les premiers informés. Voilà, je vous remercie pour votre attention. En ce qui concerne la réponse donc, des mésanges au réchauffement climatique, vous dites que ce n'est pas une modification génétique, une adaptation génétique en tout cas, et que ça inclut aussi des modifications éventuellement d'expression des gènes non liées plutôt à l'épigénétique et donc pas au changement de séquence des gènes. Il faut voir un peu la plasticité phénotypique comme un concept assez large, un concept parapluie, comme diraient les Anglais, qui va comprendre beaucoup de choses. Donc, tout ce qui va être modification de l'expression des gènes, épigénétique, etc., sont des choses qui vont rentrer sous l'ombrelle, on va dire, de la plasticité phénotypique. C'est-à-dire qu'en gros, ça va être, les mécanismes moléculaires qui vont transformer l'information environnementale, d'une certaine manière, en un changement phénotypique. Et donc, je vais laisser les conférenciers parler un peu plus avant de l'épigénétique, mais une des raisons pour laquelle on s'intéresse à l'épigénétique, c'est que c'est justement un des mécanismes par lesquels on va avoir une modification de l'expression des gènes, et donc une modification du phénotype, suite à un changement notamment d'origine environnementale. Dans l'exemple de la mésange, il me semble qu'il y a aussi un troisième partenaire qui est en fait la date de débourrage des feuilles d'arbres qui vont nourrir aussi les chenilles. Les chenilles, voilà. Alors, est-ce que ça a été introduit dans l'étude? C'est-à-dire, est-ce que finalement, on a vu aussi des mécanismes d'évolution dans cette phénologie des arbres? Et puis, alors, oui, allez-y. J'ai une autre question parce qu'en fait, on parle en ce moment de quelque chose qui n'a rien à voir avec le changement climatique, hein, mais qui est en fait le changement de couleur des grenouilles qui vivent à Tchernobyl. Voilà. Et en fait, ça m'avait interpellée parce que ce que vous avez dit en fait sur, disons, l'acclimatation par rapport à l'adaptation, je me demande si au fond, c'est pas lié au fait que le changement est progressif. Alors que, par exemple, dans le cas de Tchernobyl, ça a été un truc énorme auquel ces populations de grenouilles ont dû répondre. Alors, mais néanmoins, je veux dire, je n'ai pas lu avec suffisamment d'expertise les articles sur cette histoire de grenouilles noires de Tchernobyl pour savoir si c'était phénotypique ou génétique. Hein. Mais voilà, en tout cas, je me questionnais aussi sur la question finalement de la vitesse des processus de changement environnementaux.
est-ce que c'est aussi quelque chose qui éventuellement peut jouer dans cette capacité des espèces à évoluer génétiquement ou pas? Alors, pour répondre à la première question, la date de débourrement des arbres, évidemment, ça a un impact, on va dire, sur l'échelon inférieur qui est celui des chenilles, parce que les chenilles aussi, il faut qu'elles puissent se nourrir. Il y a un sujet peut-être qui est un peu plus évident, qui est que les arbres, tout comme les chenilles, sont des organismes qui dépendent énormément de la température externe pour leur métabolisme. Et donc, quelque part, il y a une influence assez naturelle, c'est aussi de la plasticité phénotypique, hein, mais il y a une influence assez directe, on va dire, entre la température, on va dire le réchauffement climatique et le niveau de métabolisme et l'avancée, on va dire, du réveil du métabolisme des arbres et des chenilles en même temps. Donc, le sujet de la synchronie entre les arbres et les chenilles, il est hyper important, il est hyper intéressant et il est étudié. Il y a pas de, c'est vraiment important, mais il est peut-être moins évident, moins direct que celui de la synchronie entre les mésanges et les chenilles, parce que les mésanges, elles n'ont pas c'est des endothermes, c'est des oiseaux, donc c'est des animaux dont on dit comme on dit, à sang chaud. Et donc, ils n'ont pas forcément il n'y a pas de raison, si vous voulez, qu'elles utilisent la température pour changer la vitesse à laquelle elles vont se mettre à pondre leurs œufs, quoi. Il faut que ce soit un mécanisme actif au sens qu'aurait été sélectionné par l'évolution, de prendre en compte la température qu'il fait pour ça. Ce qui est une hypothèse en soi hyper logique, mais Sur voilà. Tchernobyl, très rapidement, parce que Et le temps alors, passe. ouais, sur Tchernobyl, sur cette histoire de grenouille, je connais pas trop cette histoire de grenouille, mais une chose est sûre, c'est que dans un contexte comme Tchernobyl, alors déjà, c'est un contexte qui est très mutagène, donc on va avoir une production, on va dire, de variabilité génétique très importante dans ces populations-là. Et aussi, c'est un contexte de stress pour les organismes qui sont soumis à des radiations assez fortes, environnementales. Et je serais assez prudent sur l'interprétation des changements phénotypiques qu'on peut observer dans le rayon de Tchernobyl, de savoir si ce sont des réponses plastiques liées au stress, c'est ce qui est tout à fait possible. On pourrait imaginer, par exemple, que la couleur de peau des grenouilles réponde enfin, ce soit une espèce de mélanisation, si j'ai bien compris, liée à la protection contre les radiations, qui soit quelque chose de tout à fait plastique et pas du tout génétique. Ou alors, on peut imaginer que les grenouilles un peu plus mélanisées aient mieux résisté aux radiations et se soient mieux reproduits que leurs congénères, et donc il y a eu une adaptation. On peut imaginer les deux scénarios, ils ne sont pas du tout exclusifs. Ils peuvent même être vrais un petit peu les deux en même temps. Donc, c'est assez dur, juste sur une variation phénotypique, de savoir si on a affaire à de la plasticité ou à de l'adaptation. C'est toute la difficulté, d'ailleurs. Alors, il y a une question, pour terminer ce petit tour, on va passer ensuite au deuxième exposé. Il y a une question dans le chat de Mehdi Azizi sur, bon, si je comprends bien, la transmission finalement de traumatismes vécus par un individu et qui se transmettrait à la descendance. Alors, j'imagine que cette personne fait référence justement à des transmissions épigénétiques, y compris donc au niveau traumatisme neurologique, ou voilà. Est-ce que là vous avez des éléments de réponse? Ouais, alors ce qu'il faut bien voir, c'est que cette notion de plasticité phénotypique, elle peut être transgénérationnelle, c'est-à-dire c'est un phénomène qui est connu depuis un bon moment, hein, il est possible qu'un changement dans l'environnement d'une génération parentale ait un impact sur la génération d'après. Cette transmission, alors ça demande une transmission de l'information de la génération parentale, voire même parfois grand-parentale, aux générations suivantes. La question de comment cette information est transmise est complètement ouverte encore. Il y a tous les travaux de l'épigénétique et des mutations épigénétiques, ce qu'on appelle les épimutations, qui pourraient être transmises de génération en génération, qui ouvrent des portes intéressantes pour expliquer ce type de phénomène. Mais ce n'est pas les seules possibilités. On peut imaginer aussi, par exemple, des composants plus cellulaires ou même des modifications de comportement, de soins aux jeunes, etc., qui peuvent expliquer ce type de comportement aussi. Donc, c'est un débat encore
une question assez ouverte de savoir comment un changement fort dans l'environnement parental peut influencer, quels sont les mécanismes moléculaires qui permettent d'influencer le phénotype des descendants. Alors, il y a une de question manière plastique. subsidiaire, merci, une question subsidiaire de Thierry Soucy. Qu'en est-il des animaux dont le déterminisme sexuel est associé à la température? Eh ben, c'est des animaux pour lesquels, justement, le sexe ratio est plastique, contrairement à une espèce comme l'homme, par exemple, où le sexe ratio est complètement déterminé génétiquement. Et ça aussi, ça pose tout un tas de questions. Il y a beaucoup d'herpétologues qui travaillent sur cette question-là, parce que, effectivement, ça crée des soucis qui peuvent être très importants pour des espèces pour lesquelles le déterminisme qui est complètement lié à la température peut créer des effondrements de la population dus à un sexe ratio complètement déséquilibré et hors des clous par rapport à ce dont l'espèce a besoin. Mais est-ce que ça a déjà commencé? Alors ça, je ne saurais pas dire, il faudrait demander. Il y a des chercheurs de l'équipe ESE notamment qui travaillent là-dessus à Orsay. Je pense qu'il y a des espèces pour lesquelles c'est déjà un gros problème, mais je ne saurais pas être affirmatif là-dessus. Ce que je vais présenter aujourd'hui, en fait, n'a rien à voir avec les travaux de recherche que je fais actuellement. C'est plutôt des travaux qui sont dans le cadre de mes travaux de thèse que j'ai effectués juste avant, dans le même laboratoire que Jean-Michel qui va présenter juste après. Et l'idée, ça va être de remettre ça dans un contexte un peu plus global, donc ça va être relativement vulgarisé. J'espère que ça sera facile à suivre. Ce fait. Du coup, j'ai repris quelques petites définitions, mais qui ont finalement déjà été introduites par Jean-Jacques au début, notamment sur se mettre d'accord sur ce qu'on entend par changement climatique, qui désigne des variations de température et des conditions météorologiques sur le long terme. Donc, je ne vais pas lire toute la définition. C'est la définition donnée par les Nations Unies, donc qui est finalement qui fait consensus actuellement. Et aussi la définition d'adaptation biologique, ce qui est pareil, finalement, qui a déjà été donnée, qui correspond à une modification de plusieurs caractères chez des espèces ou des populations pour répondre au changement climatique, au changement de l'environnement. Donc, c'est justement une question qui a été déjà abordée avant. Donc, les changements climatiques, pour permettre l'adaptation, doivent passer par les gènes, par le génome, et doivent être codés d'une manière ou d'une autre pour pouvoir être des fois transmises. Effectivement, c'est une chose dont on va reparler par la suite. Donc, je vais revenir en fait sur je dirais des bases pour les biologistes, mais qui sont peut-être pas des bases pour certaines personnes qu'il y a dans l'audience. Donc, en fait, le dogme de la biologie moléculaire, qui existe depuis 1953, c'est que l'ADN, constitué de nucléotides, ACTG, est transcrit pour donner de l'ARN, qui est aussi constitué de nucléotides ACGU cette fois, et ces ARN sont traduits pour donner des protéines constituées d'acides aminés, et c'est les protéines qui vont réaliser la plupart des fonctions biologiques au niveau des organismes. Alors, ce schéma est assez simple, il est vrai, il est un peu plus complexe que ça, notamment, on a découvert beaucoup d'autres processus dernièrement, notamment la réplication de l'ADN, qui permet de répliquer, de copier l'ADN, des réplications ARN dépendantes qu'on connaît chez certains groupes de virus ou chez certaines espèces de plantes, la transcription inverse qui permet de donner à partir de l'ARN de l'ADN. Bref, c'est vraiment très plastique, ce dogme se complexifie de plus en plus actuellement. Et je vais revenir un petit peu sur certaines notions importantes à suivre pour la suite. Donc, lorsqu'un gène est transcrit en fait en ARN, on dit en général qu'il s'exprime. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que parmi l'ensemble des gènes, il y en a finalement beaucoup qui ne donnent pas de protéines à la fin. Donc, on a deux types d'ARN. Finalement, on a les ARN codants qui, chez l'homme, ne correspondent qu'à finalement à peu près 2% de tout le pool d'ARN. Et c'est ces ARN qui vont donner les protéines. Et parmi tout le reste, en fait, on a un large pool d'ARN qu'on appelle non codants, avec des ARN plutôt associés aux protéines, d'autres qui sont des ARN régulateurs, donc les petits ARN non codants ici, et des longs ARN non codants. Donc, je reviens aussi sur l'ADN. Donc, l'expression d'un gène, en fait, elle peut être modifiée par des expressions qu'on dit épigénétiques. Donc, je vais en parler un petit peu par la suite. L'ADN dans la cellule, il n'est pas présent linéairement comme on l'imagine en double hélice. En fait, il est structuré autour de protéines qu'on appelle les histones. Donc, on a 4 histones différentes et l'ADN qui est enroulé autour de ces histones et le tout forme une unité qu'on appelle le nucléosome. Donc, les modifications épigénétiques les plus connues, c'est celles qui… Alors, épigénétiques, c'est celles qui ne vont pas concerner la séquence en nucléotides, donc la suite ACTG de l'ADN, mais qui vont être finalement qu'on appelle sur la séquence, d'où le épi, enfin sur si on peut dire.
Et ces modifications, il y en a 3 grandes. Donc, il y a les modifications des histones. Donc, on en connaît énormément actuellement, mais il y en a sans doute encore beaucoup plus. Donc, des modifications, des petites modifications comme ça ajoutées sur les protéines autour desquelles l'ADN est enroulé. On a aussi des ajouts de groupes méthyl, donc la méthylation de l'ADN directement au niveau de l'ADN. Et on a des fois des interactions entre des ARN non codants, donc longs ou petits, avec l'ADN. Et on connaît certaines modifications qui n'ont pas été rajoutées ici, mais qui sont assez récentes, qui est la modification de l'ARN, mais je ne vais pas en parler actuellement, mais c'est quelque chose qui grandit de plus en plus en ce moment en termes de recherche. Donc, quand un stress survient, donc par stress, on entend finalement beaucoup de choses, c'est assez divers, donc on peut parler des UV, des rayons ionisants, radiation, ça fait écho avec ce dont on parlait juste avant sur Tchernobyl. Ça peut être la température, ça peut être des stress somatiques, nutritionnels, de l'addiction, des stress sociaux, etc. etc. Donc, le panel de stress qui peut créer des modifications est vraiment très, très large. Et en fait, ces stress peuvent créer 2 types de modifications. Donc, soit les mutations qui vont concerner directement la séquence ADN qui va changer, ou des épimutations. Et cette fois, le stress va aller modifier l'expression des gènes via des changements épigénétiques, donc ceux que j'ai présentés tout à l'heure. Donc, je vais faire un petit aparté plus ou moins, en fait, ça reste dans le thème, c'est que souvent, un stress, il affecte la génération en cours, mais il n'affecte jamais que la génération en cours, puisque finalement, quand on touche un individu, on va aussi stresser d'une certaine manière la lignée germinale, donc les cellules germinales qui vont donner la génération suivante. Donc, pour un stress, en fait, on affecte déjà 2 générations, et dans un cas particulier, où on peut avoir une femelle gestante, en fait, on affecte la génération en cours, la génération en cours de développement et les cellules germinales de la génération en cours de développement. Donc, à ce moment-là, on va affecter 3 générations d'un coup. Et quand on parlera d'épigénétique transgénérationnelle, c'est lorsque, finalement, la génération qu'on étudie n'a plus été en contact direct avec le stress en question. Donc, on a des exemples où il y a une vraie épigénétique transgénérationnelle et le message persiste après ces générations, et d'autres où ça n'est pas le cas. Ça dépend des mécanismes qui sont mis en jeu. Donc ça commence à être de plus en plus renseigné, même si les mécanismes ne sont pas encore très, très bien connus. Donc, quand on parle de changement climatique, l'un des stress qui est facile à étudier finalement et qui saute aux yeux tout de suite, c'est la variation de température. Donc, on sait que les variations de température, elles affectent beaucoup l'épigénome. Donc, on a alors j'en ai mis quelques exemples, mais en fait, il y en a beaucoup plus, notamment en changeant le profil de méthylation d'ADN, en changeant les marques d'histones, en changeant l'expression des petits et non-ARN codants, l'expression des gènes aussi en général, et l'activité d'éléments que je vais introduire, qui sont les éléments transposables. Donc, pour la suite de la présentation, en fait, je vais essayer de vous raconter une petite histoire entre ARN non codant et éléments transposables, et évidemment, température. Donc, je viens sur les éléments transposables que je vais introduire rapidement. Donc, les éléments transposables, en fait, c'est des séquences qui sont présentes chez tous les organismes. En fait, on ne connaît pas d'organismes chez lesquels il y a une absence d'éléments transposables. Ici, on a même un petit pourcentage du nombre d'éléments transposables chez les organismes. Donc, Homo sapiens est là, ça fait presque 50% du génome. Et en fait, ces séquences, c'est des séquences qui sont capables de se déplacer vraiment dans le génome, donc de passer d'un point A à un point B, selon 2 types de mécanismes. En fait, soit, alors ça devrait parler assez facilement, un mécanisme de type copier-coller, où on fait une copie de l'élément en question, et la copie va aller s'insérer ailleurs dans le génome. Et l'autre type de mécanisme, c'est un mécanisme de type couper-coller, où cette fois, l'élément va s'exciser directement et aller s'introduire ailleurs dans le génome. Mais dans les 2 cas de transposition, en fait, ça peut générer à la fois des mutations ou des épimutations, donc changement de marque épigénétique ou alors cassure de l'ADN, etc., etc. Donc, au niveau de la température, en fait, on sait qu'elle a une influence sur le taux de transposition, donc finalement le mouvement des éléments transposables. Donc, j'ai plusieurs petits exemples ici avec une revue qui qui date déjà d'une dizaine d'années, où certaines études ont été référencées pour lesquelles la transposition est activée lorsqu'il fait plus chaud. En général, la transposition, elle se voit de manière indirecte, donc on est obligé d'utiliser des petits subterfuges pour essayer de voir quand il y a transposition ou non. Donc ici, on a 2 exemples dans une étude qui est assez relativement récente, je dirais. On voit que lorsqu'il fait plus chaud, les événements de transposition sont de plus en plus importants au cours des générations. Donc pour regarder ça, en fait, on regarde le nombre de délétions internes qui sont des fois des paires de séquences lorsque la transposition a lieu. Un autre exemple présenté ici chez le nématode, où on voit les cellules germinales.
Donc la coloration bulle, en fait, c'est l'ADN et on a une coloration verte. Donc on voit qu'entre un traitement, enfin, un non-changement de température, on va dire une condition normale, et un heat shock à 34 degrés, on a ces petits points là verts qui apparaissent. En fait, ces petits points, ça correspond à une protéine qui s'appelle RAD51. Et RAD51, en fait, elle se met à être exprimée et plutôt à apparaître au niveau des cassures double brin. Donc, en fait, indirectement, on sait qu'il y a eu transposition parce que RAD51 apparaît. Donc, ces mouvements d'éléments transposables peuvent être dangereux, mais c'est très bien, le monde est bien fait et la vie est bien faite. On a des mécanismes pour réguler finalement l'activité des éléments transposables et essayer d'éviter ces phénomènes de mutation ou d'épimutation qui peuvent être délétères. Donc l'exemple que je vais vous donner, c'est notamment un exemple chez la drosophile, mais ça marche aussi chez d'autres organismes, où l'activité des éléments transposables est régulée par une famille de petits ARN codants qu'on appelle les piRNA. Et ces piRNA, en fait, sont produits à partir de séquences vraiment très particulières qu'on appelle piRNA cluster. Donc, les piRNA clusters, en fait, c'est quand même des séquences assez exotiques parce qu'elles sont constituées d'une multitude de fragments d'éléments transposables répétés, donc des petits morceaux, des plus ou moins gros morceaux insérés les uns dans les autres, en sens, en anti-sens. Enfin, vraiment quelque chose d'assez barbare, dit comme ça. Mais l'avantage d'avoir un nombre important d'éléments transposables dans ces séquences est que grâce à une reconnaissance par homologie de séquence, en fait, on aura un catalogue qui permettra d'aller reconnaître toutes les séquences variées d'éléments transposables et finalement de bloquer l'activité de ces éléments pour éviter les mutations et les épimutations. Donc nous, au laboratoire, on utilisait un système finalement pour mimer l'activité à la fois des piRNA clusters et des éléments transposables et qui nous permettait de répondre à plusieurs questions relatives à la biologie des piRNA clusters notamment. Donc, je vais le présenter assez rapidement. Donc, en fait, au laboratoire, on avait un transgène qui s'appelle, alors son nom jargonneux de laboratoire, c'est BX2, qui est constitué de transgènes PLAGZ white. Bon, pour le détail, c'est pas très important, mais ça, je vais essayer de détailler ce qui est important. Donc, cette séquence répétée, finalement, elle ressemble beaucoup à la structure d'un piRNA cluster. Et pour mimer un élément transposable, on utilise un rapporteur LAGZ. Donc, LAGZ, c'est un gène qui existe chez la bactérie Escherichia coli, qui va produire une protéine appelée la bêta-galactosidase. Et la bêta-galactosidase, en fait, elle est capable de catalyser la lise des bêta-galactosides. Et lorsqu'on apporte un composé qui s'appelle du X-gal, ça va, alors très rapidement, en fait, ça va créer un composé bleu. Donc, on peut savoir lorsque le gène LAGZ est exprimé ou non, lorsqu'il produit des ARN et donc des protéines. Et ce qui est d'important dans ce système, c'est qu'il y a des séquences d'homologie entre BX2 et le rapporteur, qui est la séquence LAGZ. Donc, ça marche exactement comme un piRNA cluster avec des séquences d'éléments transposables. Donc ça se voit assez bien et ça nous permet finalement de suivre l'expression d'un rapporteur pour savoir si oui ou non le cluster BX2 est capable de produire des piRNA, donc des petits ARN non codants. Donc, très rapidement, ici, on voit la lignée germinale de la drosophile, donc les ovaires constitués d'ovarioles et d'une série dans les ovarioles de cellules qui sont à différents stades. Donc, c'est ce qu'on voit ici sur les deux photos. Donc, lorsque le rapporteur LAGZ s'exprime, la bêta-galactosidase va produire un composé bleu, c'est ce qu'on voit ici, dans les noyaux, et ça voudra dire que BX2, en fait, est dans un état épigénétique qu'on appelle off, inactif, où il n'y a pas de production de piRNA. À l'inverse, lorsque BX2 est dans un état qu'on appelle on, parce que c'est assez parlant, on-off, les petits ARN codants, donc les piRNA sont produits, vont aller reconnaître les transcrits produits par l'AGZ, et finalement, on va avoir une inactivation de ce gène, et finalement, alors je vois plus ma souris, ah voilà, et finalement, les ovaires, en fait, ils sont, alors il y a un petit peu de bleu, mais ils sont blancs dans l'ensemble. Donc on voit assez facilement la différence. Donc, ce qu'on a étudié, en fait, c'est l'effet de la température sur cette dynamique de piRNA cluster, donc sur BX2. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'à 25 degrés, finalement, même sur plusieurs générations, il ne se passe rien. Donc, le cluster soit à l'état off ou on, finalement, ça ne change pas du tout son état épigénétique. À 25 degrés, rien ne change. Par contre, lorsqu'on augmente la température un petit peu, à 29 degrés, autant le cluster à l'état on reste à l'état on. Par contre, quand on regarde sur plusieurs générations de mouches, on s'aperçoit qu'au bout de quelques générations, en fait, apparaissent des mouches dans lesquelles le cluster a été activé. Donc, dans lequel on a un BX2 on, donc, qui se met à produire des piRNA, des petits ARN non codants, alors qu'il n'en produisait pas au début et que le contrôle montre que normalement, ça ne peut pas arriver de manière sporadique comme ça et spontanée. Donc, on est allé regarder un peu l'état de ces mouches après plusieurs générations. Et
ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on a remis ces individus à une température normale, 25, pour voir si c'était stable. Et en fait, après plus de 50 générations, on s'aperçoit que cet état épigénétique, il est maintenu de façon très très forte, puisque les mouches restent toujours avec un cluster qui est à l'état on, produisent toujours des petits ARN. Et ça, on peut le voir aussi par séquençage de petits ARN non codants. Donc, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais en fait, ce qu'on voit, c'est les différentes tailles de petits ARN non codants. Les petits RNA se situent ici et qui sont en sens, en antisens. On voit que l'abondance, là, elle est assez importante. Et on voit que dans un cas de off, il y en a pas. Enfin, en tout cas, on le voit moléculairement, en tout cas. Et ça, même après 50 générations. Donc, on allait essayer d'expliquer un petit peu ce phénomène, parce que 20 et puis 50 générations, c'est quand même beaucoup. Et on a fait une manip qui peut paraître un petit peu sauvage comme ça, mais je vais essayer de la faire assez rapidement et assez simplifiée. Donc, pour essayer d'expliquer un peu la dynamique de production des PRN, on a pris des mouches qui portaient un cluster BX2 off. Donc, les ovaires sont bleus. Je vous montrerai les photos à la fin, mais c'est pour que ça soit plus simple à suivre. Les ovaires sont globalement tous bleus. Et on met ces individus une génération à 29 degrés. Donc, en large majorité, les individus à la génération suivante ont des ovaires qui sont bleus également, donc pour laquelle il n'y a pas de production de petits ARN non codants. Mais par contre, dans une petite portion, dans un petit pool d'individus, on voit des ovaires pour lesquels, comme ça, on a une petite activation du cluster, donc une petite production de PRN, seulement dans certaines cellules, donc certaines chambres ovariennes. Donc, en fait, cette fréquence de conversion, elle est assez faible, on est de l'ordre de 2% à peu près, et on est quand même allé regarder à la génération suivante ce qui se passait si c'était maintenu à 25 degrés, donc sans le stress qui initie la modification. Donc, en grande majorité, tous les descendants de ces ovaires ici, en deuxième génération, donnent des ovaires bleus, donc quand il n'y a pas d'activation, ça reste non activé en fait à la génération suivante, ça reste stable. Par contre, lorsqu'on regarde la descendance de ces mouches-là, on a une grande majorité qui laisse des ovaires bleus, donc pas de production de PRN, et aussi certaines mouches, donc 2% des mouches, c'est ça qui est assez drôle, qui donnent de production de PRN à partir de BX2. Donc avec les photos, ça donne ça. Et en fait, ça nous montre qu'en une génération, c'est possible, mais sur un effet assez petit, et après, ça peut être maintenu par la suite. Donc, ce que ça montre, finalement, c'est que l'augmentation de la température, ça active la production de piRNA dans le cadre du cluster de BXZ, en tout cas, et ça en une seule génération sur un petit nombre d'individus. On pourrait aussi se demander, c'est une question qu'on s'est posée, si finalement ça marche dans l'autre sens, si on peut inactiver la production de piRNA à partir de BX2 en changeant la température, cette fois pas en augmentant, mais en diminuant. Donc les résultats que je vais vous présenter, en fait, c'est des résultats qui ne sont pas publiés, qui ont été faits, alors qui ont été répétés. Donc ça reste quand même à prendre avec des pincettes, mais je trouvais ça intéressant de les introduire ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que ces ovaires-là, donc le BX2 est à l'état on, produit des PRN, on a pris des mouches, on les a mis 2 mois à 10 degrés et on a regardé ce qui se passait au niveau des ovaires. Donc c'est ce qu'on voit ici, c'est que dans un certain nombre de chambres ovariennes, finalement, on a une inactivation du cluster, donc plus de production de PRNA. Alors c'est très faible, hein, on est dans une fréquence de conversion autour de 1% quand même, donc assez difficile à étudier moléculairement. Et encore une fois, lorsqu'on remet ces mouches à 25, on s'aperçoit que ça peut être stabilisé et finalement l'information épigénétique peut être gardée à la génération suivante. On n'est pas allé beaucoup plus loin quand tu as expliqué un peu ce mécanisme-là, mais ça peut être à garder en tête. Ça peut être à garder en tête parce que ce que ça suggère, je dis bien suggère en fait, c'est que lorsqu'il fait, je dirais plutôt froid, les éléments transposables, comme on l'a vu, alors je ne l'ai pas beaucoup détaillé, mais finalement, sont peut-être un peu moins actifs. Et finalement, le piRNA cluster n'a pas besoin de produire des piRNA contre des éléments qui ne sont pas actifs, parce que ça requiert quand même de l'énergie. Et lorsqu'il fait plus chaud, les éléments transposables ont tendance à bouger beaucoup plus au sein du jus jaune et potentiellement créer plus de mutations ou épimutations. Et les piRNA clusters pourraient avoir nécessité à produire plus de piRNA pour aller réguler finalement l'activité de ces éléments transposables. Mais encore une fois, avec une fréquence de conversion qui reste quand même faible dans un cas ou dans un autre. Donc lorsque ces piRNA sont produits, l'activité des éléments transposables peut être réprimée et contrôlée. Donc maintenant, pour essayer de conclure un petit peu sur cette petite histoire, ce que j'ai présenté en termes, les éléments transposables, je l'ai un peu présenté comme voilà, les séquences qui peuvent bouger et qui peuvent créer des mutations. Donc voilà, c'est des séquences pour lesquelles il faudrait éviter qu'elles bougent. Mais en fait, ce qu'on sait des éléments transposables actuellement, c'est que des insertions
certaines insertions peuvent être létales ou délétères, créer de la stérilité, créer des maladies, voire carrément tuer l'organisme lorsqu'elles créent des mutations graves. Seulement, il y a des insertions qui ne sont pas du tout délétères pour l'organisme. Elles peuvent être neutres, ne rien changer du tout finalement à la vie de l'organisme, ou alors être même bénéfiques, puisqu'on connaît des cas finalement où les éléments transposables peuvent créer de nouvelles fonctions qui peuvent aider l'organisme à finalement se sentir bien dans son environnement. Il y a des cas particuliers aussi où finalement des insertions neutres peuvent présenter un avantage lorsqu'on a un stress particulier, notamment en aidant à la résistance au stress et en adaptant l'organisme au stress qui intervient dans l'environnement. Donc finalement, protéger l'organisme des éléments transposables, c'est bien, mais encore faudrait-il finalement ne pas empêcher les insertions qui sont intéressantes au niveau de l'adaptation de se faire. Donc finalement, il faudrait, dans un monde idéal, que dans la cellule, les pRNA clusters puissent contrôler l'activité des éléments transposables, mais pas trop, pour permettre, comme ça, des fenêtres de développement notamment, ou des fenêtres de temps, où des insertions peuvent se faire et permettre l'adaptation. Donc finalement, contrôler l'activité des éléments transposables, mais pas trop, pour laisser un petit peu de variabilité se générer et permettre l'adaptation, permettre l'évolution et l'apparition de résistance au stress, notamment dans le cadre des changements climatiques. Donc je vous remercie, et puis je vais remercier aussi les personnes qui ont participé à cette étude à l'époque, qui sont sur cette photo. Donc je vous laisse pour les questions. Merci Karine Casier. Alors, si j'ai bien compris, l'activité, la dynamique des éléments transposables est fonction de la température. Est-ce que ça veut dire que cette dynamique serait plus intense à une température supérieure à 29 degrés, la température que vous avez expérimentée? Et est-ce que donc l'activité des pRNA serait elle aussi, l'expression des pRNA serait elle aussi plus importante avec des températures supérieures? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez testé ça? Alors nous, on n'a pas testé. En fait, ce qu'on voit en termes d'activité d'éléments transposables, c'est ce qu'on a notamment dans cette étude-là, c'est que la transposition est plus importante, en tout cas dans certains cas. Je dis dans certains cas parce qu'on n'a que deux types d'organismes, on a le drosophile et le nématode ici. Donc on voit que l'activité est plus importante. Quant au pRNA, alors c'est un peu plus délicat. Effectivement, je vous ai pressenti une histoire où lorsqu'on a un cluster à l'état inactif, il s'active pour aller produire des pRNA. Maintenant, quant à savoir s'il y a plus de pRNA globalement dans le génome, en fait, c'est pas tout à fait le cas parce que nous, on a regardé ça et en une génération, finalement, on voit pas beaucoup de différence. Donc, finalement, ça concerne un cas assez particulier de pRNA cluster en formation. Et pour ce qui est des pRNA clusters déjà établis, finalement, il y a déjà une certaine forme de contrôle et en général, il n'y a pas plus ou moins de pRNA, le contrôle est déjà établi. Donc, c'est un peu plus dur d'étudier ce genre de choses. Alors, sur quel type d'organisme pourrait-on continuer à expérimenter, en particulier si on songe à la question des changements environnementaux et de leur impact, donc du réchauffement en particulier, et de leur impact sur la vie des organismes? Là, vous expérimentez sur des drosophiles, donc les animaux préférentiels des laboratoires, mais est-ce qu'il y aurait possibilité de tester ça sur d'autres espèces? Potentiellement, l'avantage de la drosophile, comme d'autres organismes, c'est qu'on a un temps de génération assez court, ce qui permet de suivre l'individu sur quand même beaucoup de générations et d'avoir finalement un recul après de nombreuses générations sur ce qui se passe et ce qui est stabilisé. Étudier ça sur des organismes comme la souris, c'est faisable, mais un peu plus compliqué parce que le temps de génération est plus long. Avoir des modèles cellulaires, c'est aussi assez difficile parce que ça ne récapitule pas l'ensemble finalement qu'on pourrait observer chez l'humain. C'est faisable, mais ça demanderait sans doute beaucoup de travail et surtout de temps. Vous aviez une diapositive où on voyait en fait plusieurs espèces qui étaient citées. Donc, je reconnaissais des espèces cultivées, par exemple. Merci. Il y a un gros intérêt à bien entendu, bien connaître ces mécanismes, y compris pour peut-être des manipulations génétiques. Et puis, en effet, des animaux plus de laboratoire, y compris des végétaux d'ailleurs de laboratoire, parce que nous retrouvons Arabidopsis thaliana, par exemple. Donc, et en fait, je me demandais si au fond, en dehors de Homo sapiens, est-ce que la plupart finalement de ces organismes ne sont pas des organismes qui ont finalement un métabolisme peu actif et qui sont très sensibles en fait, par exemple, aux températures, notamment les végétaux et puis tout ce qui est petits insectes, etc.
Donc, voilà, en fait, c'était un peu une question générale, en fait. C'est vrai qu'il y a une facilité dans les enfin, de travailler sur certains modèles en laboratoire, mais d'un autre côté, on se demande, en fait, au niveau des communautés biotiques qu'on peut observer aujourd'hui confrontées au changement climatique, comment est-ce que ça pourrait finalement se transposer? La température, c'est beaucoup analysé chez Arabidopsis thaliana. Il y a un labo notamment à l'ENS qui travaille pas mal dessus. Et c'est vrai que les éléments transposables, en plus, sont extrêmement présents. Mais après, ce qui est à prendre avec des pincettes avec ce graphique, c'est qu'on a des séquences d'éléments transposables, elles ne sont pas forcément actives. Ça peut être des petits morceaux qui sont inactifs et qui restent à l'intérieur du génome. Donc, mais c'est effectivement pas mal étudié. Mais je me questionnais en fait par rapport finalement aux enjeux de biodiversité, parce qu'au fond, les organismes qui sont les plus faciles à étudier ne sont pas forcément ceux qui sont menacés par la crise de la biodiversité. Enfin, peut-être pas tous. Voilà. Non, effectivement. Après, pour des raisons, c'est des espèces menacées, on se voit mal aller étudier des espèces menacées. En tout cas, dans le cadre du laboratoire, les mouches, on les dissèque. Donc, ça me paraît un petit peu difficile. Donc, je vais vous parler de la réponse génétique et épigénétique aux variations de la température en prenant l'exemple de la pigmentation chez les Drosophilidae. Donc, les Drosophilidae forment une famille de petits diptères qui est vieille de 30 à 50 millions d'années. Il y a plus de 4400 espèces dans cette famille, dont l'espèce modèle Drosophila melanogaster dont vous a parlé Karine. Donc, c'est un insecte holométabole qui a un développement caractéristique avec des stades larvaires très différents de l'adulte qui précède la métamorphose. Et le cycle de vie dure d'une dizaine de jours à 25 degrés, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs générations par an. Donc, chez les Drosophilidae, la pigmentation est associée à de nombreux traits comme la fécondité, la longévité, les hydrocarbones cuticulaires, donc qui jouent donc le rôle de phéromones, la résistance à la dessiccation, au parasitisme, aux pathogènes, ou la protection contre les UV, ou également la thermorégulation. Donc, en ce qui concerne la thermorégulation, c'était plutôt une hypothèse chez les Drosophilidae. En effet, il a été montré il y a plusieurs années que la pigmentation de la cuticule a un effet sur la température du corps des insectes, mais ça avait été montré pour des insectes de grande taille. Et dans cette étude ancienne, il était mentionné que pour les insectes de petite taille, cet effet était négligeable. Donc, nous avons voulu le tester chez les drosophiles en utilisant une caméra thermique équipée d'un objectif macro. Donc, nous avons pris des mutants de la drosophile Ebony et Yellow qui ont des pigmentations très contrastées et nous avons suivi leur température lorsqu'ils sont exposés à une lampe. Donc, vous pouvez voir la mouche Ebony ici, la mouche Yellow au-dessus, et vous allez voir que quand la lampe s'allume, la température de leur corps ne va pas se comporter de la même façon. Voilà, on voit progressivement que la température de la mouche Ebony augmente. Et on peut extraire la température du corps des mouches au cours de l'expérience et la suivre. On voit que quand on allume la lampe, la température du corps des deux mouches augmente. Il se crée un décalage d'environ 0,6 degrés entre la mouche Ebony et la mouche Yellow. Et quand on éteint la lampe, la température diminue fortement. Donc ça montre que la pigmentation des drosophiles a un effet sur la température de leur corps et que c'est donc un paramètre important pour étudier leur adaptation à la température de l'environnement. Donc, que sait-on sur la pigmentation chez les drosophiles? Donc, l'analyse des populations naturelles de drosophiles montre que la pigmentation est génétiquement variable dans la nature. Et ce que nous allons voir ensemble, c'est si cette variation génétique est impliquée dans l'adaptation aux variations spatiales et temporelles de la température, et dans quel gène elle réside. Et d'autre part, on sait en faisant des analyses en température contrôlée au laboratoire que la pigmentation est modulée par la température pendant le développement. Donc, c'est un cas classique de plasticité phénotypique, comme l'a expliqué Pierre de Villereuil. Et donc, nous allons voir ensemble quels gènes impliqués dans la pigmentation sont modulés par la température et à quel mécanisme cette modulation est associée. Donc, je vais tout d'abord vous montrer les résultats d'une étude sur le lien entre la pigmentation et l'adaptation avec l'altitude en Afrique. Quand on échantillonne des populations de Drosophila melanogaster en Afrique et qu'on fait se développer les générations suivantes dans les mêmes conditions environnementales au laboratoire, on peut observer une large gamme de pigmentations différentes avec un score qui va de 49 à 84, qui correspond à la pigmentation mesurée dans le segment 4 de l'abdomen. Et quand on analyse la pigmentation des différentes populations en fonction de l'altitude à laquelle elles ont été échantillonnées, on peut montrer qu'il y a une très forte corrélation. En fait, les populations vivant en altitude, où la température est plus froide, sont plus foncées que celles vivant dans les vallées.
Et donc, les auteurs de cette étude ont réussi à associer à cette variation de pigmentation un locus particulier qui code l'enzyme Ebony. Donc, Ebony est une enzyme qui est dans la voie de synthèse des pigments, qui est représentée ici. À partir de précurseurs communs, les enzymes interviennent les unes après les autres pour former les différents pigments qui peuvent être deux sortes de mélanine, une mélanine brune, une mélanine noire, ou le NBA-D-sclérotine qui est un pigment jaune. Et donc, Ebony est requis pour la synthèse de ce pigment jaune, et quand Ebony s'exprime peu ou pas du tout, l'essentiel de la dopamine est utilisé pour faire des mélanines, et la pigmentation des drosophiles est donc très sombre. Donc, le laboratoire de Sean Carroll a poursuivi cette étude pour analyser plus finement le rôle d'Ebony dans cette variation de pigmentation. Et ils ont analysé par hybridation in situ l'expression d'Ebony dans une lignée africaine claire et dans une lignée africaine foncée. Et on voit que l'expression d'Ebony est donc très différente entre les deux lignées. Elle est beaucoup plus forte dans la lignée claire. Ils ont ensuite construit des lignées transgéniques avec la GFP, la protéine fluorescente verte, sous le contrôle des séquences régulatrices d'Ebony. Et ils ont montré que lorsque la GFP est sous le contrôle des séquences régulatrices de l'allèle d'Ebony de la lignée claire U53, la GFP est beaucoup plus exprimée que lorsqu'elle est sous le contrôle des séquences régulatrices d'Ebony de la lignée foncée U76. Donc ça montre que ce sont des variations dans les séquences cis-régulatrices d'Ebony qui ont été sélectionnées lors de l'adaptation des drosophiles à l'altitude en Afrique. Et plus précisément, ils ont réussi à mettre en évidence que les différences sont localisées précisément dans cette séquence-ci, qui est un enhancer abdominal d'Ebony. Là, je vous ai parlé donc de la variation spatiale de la température, mais évidemment, dans les régions tempérées en particulier, il y a des variations temporelles importantes de la température. Et comme ces variations sont récurrentes, en fait, elles maintiennent de la variation génétique au sein des populations de drosophiles. Il y a un très bel article qui a été publié en 2014 qui a mis ça en évidence. Ils ont réussi à identifier plusieurs milliers de polymorphismes de nucléotides qui oscillent en fréquence de façon régulière au cours des années, parce que certains allèles sont sélectionnés en période chaude et d'autres en période froide. Et comme ces variations de température oscillent également, elles maintiennent cette variation dans les populations. Donc c'est très intéressant parce qu'on sait qu'il existe une variation importante pour la pigmentation dans les populations européennes de drosophiles. Et le laboratoire de Christian Schutterer a analysé les bases génétiques de cette variation au sein de populations italiennes et autrichiennes. Donc, en contrastant le génome des individus les plus pigmentés et les moins pigmentés de la même population, ils ont réussi à identifier 17 polymorphismes de nucléotides qui étaient impliqués dans ces différences de pigmentation et qui sont localisés dans un très petit nombre de locus. Donc, sur les 17, remarquablement, il y en a 16 qui sont localisés au niveau du gène TAN, qui code l'enzyme qui a l'activité antagoniste d'Ebony. Un SNP est localisé au niveau de bric-à-brac, qui code un facteur de transcription impliqué dans la pigmentation. Et il y a plusieurs SNP qui sont localisés au niveau d'Ebony, mais qui sont sous le seuil de significativité. En collaboration avec le groupe de Christian Schutterer, nous avons décidé de tester l'impact fonctionnel des 3 SNP les plus significatifs, donc les SNP 1, 2 et 3, qui sont tous localisés au niveau de TAN, qui sont présents dans les populations sous la forme de 2 allèles à chaque fois. Et nous avons pour cela construit et analysé 8 lignées transgéniques qui correspondent à toutes les combinaisons possibles de ces 3 SNP. Donc, vous voyez les phénotypes de cuticules ici des 8 lignées et les quantifications de pigmentation dans les segments 5, 6 et 7 à droite. Et vous pouvez voir donc, que la lignée la plus claire est celle-ci et la plus foncée celle-là. Et nous avons pu mettre en évidence que chacun des 3 SNP avait un effet sur la pigmentation. Mais remarquablement, le SNP numéro 2 a un effet opposé à ce qui avait été prédit par l'analyse d'association, ce qui montre que c'est très important de faire des vérifications fonctionnelles après des analyses de ce type. Alors, une variation temporelle de la température qui nous préoccupe beaucoup en ce moment est le réchauffement climatique. Alors, qu'en est-il pour la pigmentation chez les drosophilidés ? Alors, on sait que la variation génétique a répondu au réchauffement climatique chez certaines espèces de drosophiles, et ça a été montré avec des inversions chromosomiques, parce que ça fait plusieurs dizaines d'années qu'elles ont été caractérisées.
En fait, on peut les mettre en évidence très facilement en faisant des colorations des chromosomes polytènes qu'il y a dans les glandes salivaires des larves de drosophiles. Et en comparant les données anciennes et actuelles, on a pu mettre en évidence un shift dans les fréquences d'inversion chromosomique avec la latitude, qui indique probablement que le réchauffement climatique a eu un impact sur cette variation génétique. Mais néanmoins, on n'a pas de données sur des changements de pigmentation avec le réchauffement climatique chez les drosophilidés. Donc, ce n'est pas le cas chez d'autres insectes, ou des études chez des papillons, chez des libellules et chez des coléoptères ont mis en évidence des changements de pigmentation en lien avec le réchauffement climatique. Donc, je vous montre ici un résultat d'une étude assez récente sur une espèce de coléoptère où il y a des morphes foncés et des morphes clairs, et la fréquence des morphes foncés a diminué au printemps dans les populations naturelles au cours des dernières années. Donc, tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent concerne l'adaptation, c'est-à-dire la sélection sur la variation génétique. Et maintenant, je vais vous parler de la plasticité phénotypique, c'est-à-dire l'impact direct de la température sur le développement de la drosophile qui a un effet sur la pigmentation. Donc, vous voyez ici les cuticules d'individus génétiquement identiques qui se sont développés à 18, 25 et 29 degrés. Et on voit qu'il y a beaucoup plus de mélanine produite dans l'abdomen postérieur à 18 degrés qu'à 25 degrés ou 29 degrés. Donc, c'est adaptatif, puisque quand ils se développent au froid, les individus sont plus foncés, donc ils vont pouvoir se réchauffer davantage. On peut quantifier la pigmentation dans chacun des segments postérieurs et analyser sa variation avec la température, et l'effet est très significatif, c'est un phénomène extrêmement plastique. Donc, nous avons analysé l'expression des gènes codant les enzymes de la voie de synthèse des pigments de la cuticule dans l'épiderme abdominal de femelles développées à 18 et à 29 degrés. Et nous avons pu montrer que l'expression du gène TAN est 7 fois plus élevée à 18 degrés qu'à 29 degrés, alors que ce n'est pas le cas à ce stade pour les autres gènes de pigmentation. Nous avons utilisé les outils disponibles chez la drosophile pour analyser l'impact de TAN sur la plasticité de la pigmentation. Donc, à 18 degrés, la pigmentation est très sombre, et si on diminue l'expression de TAN dans la partie dorsale, on perd énormément de mélanine. Donc, ça veut dire que l'expression élevée de TAN à 18 degrés est requise pour la pigmentation très forte qu'on observe dans ces conditions. Et réciproquement, à 29 degrés, la pigmentation est très claire. Et si on exprime dans la partie dorsale TAN, on observe un très fort gain de mélanine. Donc, l'expression normale de TAN à 29 degrés est limitante pour la pigmentation. Donc, ça indique bien que TAN joue un rôle fondamental pour la plasticité de la pigmentation via sa modulation par la température. Alors, comme l'a expliqué Karine, l'ADN n'est pas nu dans le noyau, il est compacté autour de protéines appelées histones, et des marques apposées sur l'ADN ou sur les histones sont associées à l'état transcriptionnel des gènes. Et de nombreuses études ont montré que certaines de ces marques pouvaient répondre à l'environnement. Donc, nous avons analysé une de ces marques, H3K4ME3, donc la triméthylation de la lysine 4 de l'histone 3, au niveau du promoteur de TAN. Donc, par immunoprécipitation de chromatine, nous avons pu montrer que cette marque était très fortement modulée par la température, puisqu'elle est beaucoup plus massive à 18 degrés qu'à 29 degrés, sur le promoteur de TAN et sur l'exon 2 de TAN, alors qu'elle n'est pas modulée par la température, sur le gène CG12-119 qui n'est pas modulé par la température, ou sur ce contrôle négatif, une région non transcrite. Donc, chez la levure, il existe un seul complexe protéique capable de méthyler ce résidu de l'histone 3, mais chez la drosophile, il y a 3 complexes apparentés qui sont capables de méthyler la lysine 4 de l'histone 3, qui diffèrent par l'unité catalytique, qui peut être 7,1, trithorax ou trithorax related. Donc, nous avons analysé leur rôle en diminuant leur expression par RNAi dans l'épiderme abdominal. Donc, on voit que quand on diminue l'expression de trithorax, on perd complètement la mélanine. Par contre, quand on diminue l'expression de trithorax related ou de 7,1, on n'a pas d'effet sur la mélanine. Donc, trithorax semble être l'unité catalytique qui a le rôle important. Nous avons analysé plus finement son rôle à 18 degrés, où la pigmentation est très forte. Et lorsqu'on diminue l'expression de trithorax, on voit bien encore une très forte baisse de mélanine. Nous avons analysé l'expression de TAN quand on manipule trithorax, et on voit que quand on diminue l'expression de trithorax, on diminue fortement l'expression de TAN,
Et de même, lorsqu'on diminue l'expression de trithorax, on diminue le niveau de la marque H3K4ME3 sur le promoteur de TAN et sur l'exon 2. Donc, trithorax et la méthyltransférase impliquée dans la pigmentation abdominale, la régulation de TAN et le dépôt de la marque H3K4ME3 sur le promoteur de TAN. Donc, comme je vous l'ai montré précédemment, il y a une variation génétique importante dans les populations de drosophiles et nous avons voulu voir comment cette variation génétique s'intègre avec la température pour produire le phénotype de pigmentation. Donc, nous avons utilisé pour cela 2 lignées qui ont été construites par sélection artificielle à partir d'une population qui était polymorphe pour la pigmentation. Nous les avons appelées pâle et dark. Et nous avons pu montrer que la différence de pigmentation entre ces 2 lignées était due à de la variation génétique au locus BAB, dont je vous ai déjà parlé, qui code un facteur de transcription. En effet, dans l'enhancer abdominal de BAB, il y a une délétion dans la lignée dark qui n'est pas présente dans l'enhancer de la lignée pâle. Et nous avons analysé l'effet de cette variation en construisant des lignées transgéniques avec la GFP sous le contrôle de l'allèle de la lignée dark de bric-à-brac ou de l'allèle de la lignée pâle de l'enhancer de bric-à-brac. Et nous les avons fait se développer à 18 et à 29 degrés pour tester un effet éventuel de la température. Donc nous avons trouvé que l'activité de l'enhancer de la lignée pâle est plus forte que celle de l'enhancer de la lignée dark, parce qu'il y a beaucoup plus de GFP, comme vous pouvez le voir ici, comme le montrent les quantifications. Et par ailleurs, la GFP est exprimée plus fortement à 29 degrés qu'à 18 degrés pour les 2 enhancers, qui montre que l'activité des 2 enhancers est modulée par la température. Donc, l'expression de bric-à-brac est affectée par la température via l'activité de l'enhancer. Alors, bric-à-brac code un facteur de transcription, donc il n'a pas un effet direct sur la pigmentation, il le fait via une ou plusieurs cibles, et une cible logique à tester était TAN, dont je vous ai parlé précédemment, dont l'expression est également modulée par la température. Donc, pour le tester, nous avons modulé l'expression de bric-à-brac dans la partie dorsale, en réprimant bric-à-brac 1, ce qui augmente la pigmentation, puisque bric-à-brac est un répresseur de la pigmentation. Et nous en avons analysé la conséquence sur l'expression de TAN par hybridation in situ. Et on peut voir que l'expression de TAN augmente dans la partie dorsale, ce qui montre que bric-à-brac réprime TAN. Nous avons construit le modèle suivant. Donc, on sait par d'autres études que l'expression de bric-à-brac est activée dans l'abdomen postérieur des femelles par le gène OX abdominal B et l'isoforme femelle spécifique de double sexe. Bric-à-brac s'exprime plus fortement à température élevée et il réprime les gènes de pigmentation TAN et yellow et la dopa-décarboxylase dont je n'ai pas eu le temps de vous parler aujourd'hui. Et ces 3 gènes s'expriment donc plus fortement au froid, ce qui explique l'effet de la température sur la pigmentation. Donc, par ailleurs, nous avons montré que trithorax est requis pour l'expression de TAN et pour le dépôt de la marque H3K4ME3 sur le promoteur de TAN. Donc, en conclusion, il y a plusieurs modes de réponse aux variations de température chez un drosophile, à la fois la variation génétique via l'adaptation et la plasticité phénotypique permettent aux drosophiles de répondre aux variations de température en modulant la pigmentation, mais à des échelles de temps différentes, puisque l'adaptation a lieu au cours de plusieurs générations successives, alors que la plasticité phénotypique a lieu durant le développement directement de l'individu ciblé. Ce sont souvent les mêmes gènes qui portent de la variation génétique avec un impact fonctionnel et qui sont modulés transcriptionnellement par la température, comme TAN et BAB, ce qui est assez intéressant. Et il y a un autre mécanisme qui est connu pour certaines espèces de drosophiles, c'est la migration. Parce qu'on sait par exemple que Drosophila nepalensis a changé de localisation géographique au cours des dernières années. Il y a quelques années, on l'a trouvée beaucoup plus bas encore dans les montagnes au Népal. Et en fait, avec le réchauffement climatique, elle s'est déplacée, on la trouve plus haut sur les montagnes. Et néanmoins, des changements trop marqués peuvent conduire à l'extinction de certaines populations, comme les populations de Drosophila nepalensis à basse altitude. Donc, j'ai parlé des travaux de collègues étrangers et également de travaux faits dans mon équipe. Donc, je tiens à remercier Emmanuel Mouchelviel, avec qui je travaille pour étudier la plasticité thermique de la pigmentation et ses mécanismes. Sandra de Castro a effectué sa thèse avec nous. Raphaël Narbé est actuellement en thèse avec nous et continue à travailler sur le projet. Le travail sur l'impact de la pigmentation sur la température du corps des mouches avec la caméra thermique fait partie du travail de thèse de Laurent Fréois que je co-encadre avec Amandine Weber.
Et l'analyse des 3 SNP au locus TAN a été faite en collaboration avec le groupe de Christian Schotterer. Et je vous remercie pour votre attention. J'avais 2 questions. D'abord, une question bête. Pourquoi bric-à-brac? Ça m'a étonné, ce nom. Voilà. Et donc, j'imagine que ça correspond peut-être à une histoire, en fait, qui, peut-être, au départ, on ne voyait pas très bien à quoi ça faisait référence. Donc, voilà, on avait mis ça dans bric-à-brac. Donc, ça m'intéressait de savoir d'un point de vue épistémologique pourquoi c'était nommé comme ça. Et puis, en ce qui concerne après les déplacements d'espèces, c'est une question sur laquelle on travaille pas mal, nous les géographes. Et donc, j'étais intéressée aussi de savoir qu'est-ce qui avait finalement porté préjudice à cette drosophile du Népal dans son déplacement vers, je crois, de plus hautes altitudes. Qu'est-ce qui la mettait en danger? Alors pour Drosophila nepalensis, c'est une espèce qui est adaptée au froid. À 25 degrés, elle va déjà pas très bien en fait. Et donc le changement climatique a suffisamment modifié la température dans son aire de répartition pour qu'elle ait besoin de migrer plus haut Oui. et se retrouver à une température plus fraîche. Mais est-ce que du coup, est-ce qu'elle se porte bien à altitude? Parce qu'en fait, pour migrer plus haut, il faut déjà qu'il y ait bien entendu des territoires en fait plus haut. Mais là, je pense qu'au Népal, c'est pas trop un problème quand même. Oui, oui, c'est ça. Donc elle est plus haut dans les montagnes en fait. D'accord, c'est ça. Parce Ouais. que des fois, il peut y avoir justement des populations qui ont besoin de migrer en hauteur, mais qui ne vont pas trouver en fait d'espace. Oui, c'est ça. Pour Et donc pouvoir là, le il y a faire. risque d'extinction. Exactement. Voilà. Oui, Et oui. donc, bric-à-brac, c'était ma question un peu bébête, mais Voilà, non, 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 non. Donc en fait, en génétique de la drosophile, on donne au nom, au gène, un nom qui décrit le phénotype du mutant, qui est en général un mutant perte de fonction. Et bric-à-brac, ça décrit le fait, d'abord que c'est un gène qui a été étudié par des francophones et que il est impliqué dans énormément de processus développementaux différents. Donc quand il est muté, il y a plein de phénotypes qui apparaissent à différents endroits du corps. On peut finalement, à partir des résultats que vous obtenez sur des modèles tels que la drosophile, en inférer un certain nombre de mécanismes qui potentiellement pourraient se retrouver chez des espèces naturelles vivant dans les écosystèmes dans différents embranchements de la faune et de la flore. Les modèles de laboratoire, ils ont été choisis parce qu'ils ont une petite taille et des cycles de vie courts et un génome compact. Et puis, ils étaient parmi les premiers où on a pu manipuler les gènes, je dirais. Mais en fait, au niveau des familles de gènes, il y a une conservation remarquable au sein du monde vivant. Par exemple, les gènes architectes sont conservés entre les vertébrés et la drosophile, donc ils fonctionnent de façon très comparable. Les gènes impliqués dans le cancer chez l'homme existent en grande partie chez la drosophile. Les gènes architectes, vous pouvez préciser peut-être? Donc, les gènes qui sont impliqués, par exemple, dans l'identité des différentes parties du corps, quand ils sont mutés, ça va par exemple remplacer une antenne par une patte chez la drosophile, mais quand on les manipule chez la souris, ça peut remplacer une vertèbre cervicale par une vertèbre thoracique qui va porter des petites côtes, et parce que c'est un changement d'identité le long de l'axe antéro-postérieur, et ces gènes sont remarquablement conservés chez les animaux, en fait. D'accord, donc il y a toute chance finalement que les mécanismes que vous décrivez se retrouvent chez d'autres Donc c'est espèces. vrai pour beaucoup de processus biologiques, et on apprend énormément avec les modèles, grâce aux possibilités de manipulation. Et la drosophile, elle est à la fois étudiée comme modèle et comme espèce naturelle. Il y a beaucoup de gens qui étudient les populations naturelles de drosophiles. Oui, c'était votre cas d'ailleurs. Vous avez Ouais. exposé différents cas de populations naturelles. Karine, votre réponse, j'imagine qu'elle va dans le même sens. Globalement dans le même sens, c'est vrai qu'on peut inférer énormément de processus biologiques à partir d'organismes de laboratoire. Et effectivement, l'avantage des organismes de laboratoire, c'est déjà qu'on connaît beaucoup de choses sur eux. Ça fait pour certains plus de 150 ans qu'ils sont étudiés. Donc finalement, on a un recul assez important sur la façon dont ils fonctionnent et comment les étudier. C'est vrai que c'est assez pratique. Donc, et il y a beaucoup de gènes qui sont conservés notamment chez l'homme. Donc ça nous permet quand même d'inférer et de faire des rapprochements assez facilement avec l'humain. Maintenant, ça a bien évidemment des limites, puisqu'il y a des gènes qui sont chez la drosophile qu'on ne trouve pas chez l'homme, ou qui ont été qui sont beaucoup modifiés en termes de séquences nucléotidiques. Ce qui fait que,
en étant modifié à l'intérieur de la séquence, ça peut modifier tous les régulateurs qui pourraient comment dire, intervenir au niveau de certains processus. Donc ça a effectivement des limites et il faut essayer autant que possible d'utiliser un organisme qui répond le mieux à la question qu'on se pose biologiquement. Il y a des organismes qui sont adaptés pour répondre à des questions génétiques, notamment la drosophile. Il y en a d'autres qui le sont peut-être un peu moins, en fait. Des exemples d'organismes, étudier une maladie, par exemple chez la drosophile, c'est peut-être un peu plus compliqué. Étudier chez la souris aura peut-être plus de pertinence et après tout dépend du type de maladie qu'on étudie, par exemple. Très bien. Alors, c'est vrai que, comme l'avait dit Sandrine au début, l'idée de ces webinaires, c'est de créer des ponts entre les disciplines. Est-ce que, de votre point de vue biologiste, il y aurait des études qui pourraient être conduites, par exemple, avec des spécialistes d'autres espèces non modèles? Par exemple, on parlait des lézards tout à l'heure, ou des animaux dits à sang froid, donc qui sont sensibles en particulier, peut-être plus que les animaux homéothermes au changement de température. Est-ce qu'il y aurait des collaborations que vous pourriez envisager à l'avenir, ou que vous avez déjà peut-être? Michel, je ne sais pas si tu veux commencer. De toute façon, oui, tous les animaux à sang froid partagent avec les insectes le fait de ne pas réguler leur température corporelle. Donc, ils sont tous sensibles à la température, ça a des effets énormes sur leur biologie. Et on est conceptuellement intéressé à partager et même à collaborer avec des gens qui se posent ce genre de questions. Ouais. Karine? Même réponse? Des collaborations, oui, je pense que c'est presque dans la question, ça paraît important pour répondre, d'autant qu'il y a des mécanismes qu'on connaît encore assez peu, puisque la thermorégulation, chez le lézard notamment, c'est pas quelque chose qui est peut-être beaucoup étudié parce que c'est pas un organisme modèle. Donc, finalement, on en connaît assez peu. Il y a peut-être comme ça beaucoup de mécanismes qui sont assez spécifiques à des espèces qui pourraient être intéressants à la fois en termes de savoir, mais peut-être aussi en termes d'extrapolation.